Pour ce deuxième atelier, malheureusement, nous n'avons pas pu prioriser. D'une certaine manière, tout est prioritaire pour nous aussi. Alors, ce qui nous paraissait le plus important, c'était, puisque beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses ont déjà été faites sur terre coutumière, mais ne sont pas forcément connues de tout le monde. Donc, l'idée première était de faire un état des lieux. Alors, il y a trois temps. Donc, un état des lieux de tout ce qui a déjà été fait en termes de projets et d'initiatives sur terre coutumière, sur également l'existant aujourd'hui, donc l'occupation des sols en termes de ressources naturelles, d'identification des risques, mais aussi d'un point de vue population. Donc, l'existant, donc de rassembler au fait tous ces éléments-là. En sachant que sur terre coutumière, excusez-moi, donc tous ces retours d'expérience permettraient éventuellement de compiler dans une base de données, voire avec des fiches de procédure, des cartographies qui permettraient justement à toute personne de pouvoir rechercher des informations, d'avoir cet outil comme une plateforme qui pourrait permettre de compiler toutes ces informations. Sur terre coutumière, en sachant que la porte d'entrée, les autorités coutumières, donc de préciser un peu mieux leur rôle et leurs fonctions, notamment au sein d'instances décisionnelles qui leur permettent d'être des acteurs à part entière, voire identifier également des référents d'habitat, mais qui favorisent beaucoup plus la proximité, parce qu'on a souvent affaire aux instances de manière générale à l'échelle territoriale, provinciale ou gouvernementale, mais la proximité n'est pas forcément toujours mise en avant. Ce qui concerne les autorités coutumières aussi, on leur demande donc de prendre des décisions, de faire des initiatives. Donc gérer une tribu hier n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, avec toutes les évolutions qu'il peut y avoir. Donc il serait intéressant aussi de leur apporter au fait aussi un accompagnement en termes de formation pour justement leur permettre, lorsqu'ils sont assis autour d'une table pour des décisions, qu'ils le fassent en connaissance de cause, non seulement par rapport à leur connaissance de leur territoire, mais aux outils aussi qui leur permettent de développer leur territoire. Et pour terminer, donc, en lien avec les autorités coutumières, donc ça reprend un peu l'idée numéro 2, c'est vraiment d'être une passerelle entre les populations, donc accompagnées par le gouvernement, cette initiative, donc les populations, de façon à ce que les populations aient un lien direct avec les autorités compétentes qui ont la technicité et les aspects financiers. Mais on se rend compte que la passerelle n'est pas toujours bonne, quoi. Donc voilà pour la première partie. C'est sur la gouvernance. Donc l'idée, la première idée qui est ressortie de toute cette ces petits groupes, en fait, c'était la participation de la population concernée. Donc ici, on parle bien de la population autochtone, donc des familles, des clans, des tribus, en incluant aussi les GDPL qui ont été déjà formés. Donc il faut concertation. Il faut que les populations soient acteurs aussi des projets qu'ils font sur terre coutumière. Et ça rejoint aussi ce que disait Larissa, donc avoir aussi des référents qui soient identifiés et facilement identifiables. Donc ensuite, l'idée numéro 2, c'était de désigner un référent habitat issu des autorités coutumières afin de faire le lien avec les collectivités, en priorité la commune. Donc c'est faciliter le dialogue et faciliter la proximité entre les populations et les collectivités. L'idée numéro 3, c'était de développer les instances de concertation. Par exemple, à Païta, il y a la CPCP, le comité de partenarial des coutumiers de Païta. Donc c'est une idée qu'il faudrait développer dans toutes les mairies. Donc la CPCP, en fait, c'est le lien entre la mairie, c'est le lien qui est formé à la mairie de Païta. Donc c'est une cellule qui fait partie de la mairie et qui regroupe des représentants coutumiers des 4 tribus de Païta. Et donc, c'est une idée qu'il faudrait peut-être développer à l'échelle des mairies de tout le territoire. Ensuite,
l'idée numéro 4, en fait, c'était d'intégrer les autorités coutumières dans l'organisation communale. Donc ça revient à ce que je disais précédemment, donc créer une sorte de CPCP comme un païta, avec un adjoint référent par tribu, prévoir des dotations pour mettre en œuvre cette organisation. Donc aussi avoir des recettes issues de la révision fiscale. C'est-à-dire que lorsqu'on paye des impôts, c'est une question de redistribution financière, si je puis dire. Et que les autorités coutumières puissent en bénéficier également. Je vous remercie, donc je vais être synthétique. Oui, donc rapidement, c'est vrai que l'état des lieux permettait de voir tout ce qui avait été fait, et notamment d'un point de vue financier. Donc la révision du fonds de garantie, donc avec des pistes d'amélioration, une meilleure communication de cet outil aussi aux populations. L'éventualité d'ouvrir ces investissements aussi à des privés, voire à des particuliers, afin de multiplier le nombre d'accompagnements financiers de projets sur terre coutumière. Dans l'élaboration des PUD, donc, le groupe a également évoqué le fait d'intégrer de manière obligatoire les schémas d'aménagement sur terre coutumière. Donc que ça se fasse en même temps que l'élaboration des PUD, avec bien sûr le schéma qui comprend l'aménagement donc à partir de la population, donc ce qu'il en est, mais aussi les modalités d'application et d'utilisation des règles du sol. Donc une complémentarité au moment de l'élaboration du PUD de chaque commune et non pas après annexé au PUD. Un benchmark aussi au niveau de la région Pacifique, donc pour stimuler un peu l'innovation, le partage de projets, donc dans l'envoi de nos générations futures dans la formation, d'aller puiser ce qui se fait ailleurs dans la région Pacifique et, fort de ces expériences, de revenir les mettre à profit au niveau de leur population. Partenariat donc avec les autorités coutumières, donc ça rejoint un peu tout ce qui a été dit derrière, et donc le collègue va terminer avec les indicateurs. Et un élément important qui a été soulevé, donc c'est vraiment de pouvoir faire un état des lieux du bien-être des populations. Qu'est-ce qu'elles veulent exactement? Est-ce qu'on est toujours là à décider à leur place, ou on leur donne les moyens de faire leur propre choix et d'accompagner le développement de leur terre coutumière? Je vous remercie pour votre attention. Le premier indicateur, ça serait le nombre effectivement de référents qui seraient identifiés au niveau coutumier, au niveau des tribus, au niveau des clans et des communes, en fonction en fait de comment est-ce que ils vont prendre la participation au niveau de toutes les autorités, de toutes les décisions, et voilà. Ensuite, l'idée numéro 2, c'était de cartographier, donc sur terre coutumière, l'occupation des sols, notamment aussi au niveau des risques, pour être sûr que tous les projets puissent être menés à bien au niveau des communes. Et ensuite, donc l'indicateur numéro 3, et comme le disait Larissa, est surtout humain, pour mesurer le bien-être, donc en termes de santé, en termes d'éducation, de protection de l'environnement, donc sur terre coutumière et par commune. Ensuite, le nombre de communes, là, c'était vraiment, on restait vraiment à l'échelle communale. Là, on monte sur un indicateur plus au niveau, en nombre de communes qui auraient intégré sur les terres coutumières, donc des projets à l'échelle de tout le territoire. Voilà, donc c'est l'extension en fait des plans d'urbanisme sur les terres coutumières. Voilà. Et enfin, l'idée numéro 5, c'est de mesurer en fait le taux de réalisation des projets qui seraient recensés au niveau de l'état des lieux qui auraient été faits au tout départ des projets. Enfin, au tout départ, en tout cas, voilà. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention.